Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Mehdi de la chaîne du concret ou rien. Donc, juste avant de te laisser te présenter, Mehdi, déjà merci à toi parce que je t'en prie. Si j'ai bien retenu, je suis le premier à qui tu accordes une interview, donc c'est un immense honneur. Et je le disais juste avant qu'on fasse la vidéo, c'est vrai que souvent, toi tu as quasiment 30 000 abonnés, moi j'en ai 1000. Souvent on est pris un peu de haut quand on me demande une interview. Je sais que voilà, on a déjà discuté, c'est pas ta façon de faire, on partage beaucoup de valeurs, beaucoup de... Pareil, hein. Donc vraiment un immense merci à toi. Est-ce que pour commencer cette interview, tu pourrais expliquer un petit peu où tu en es aujourd'hui par rapport à ce parcours d'immobilier, le nombre de biens que tu possèdes, où est-ce que tu en es par rapport même en termes d'encours de crédit, pour qu'on puisse vraiment situer le personnage pour ceux qui ne te connaissent pas encore, même si je sais que tu commences à être super connu, donc voilà, je te laisse te présenter. Déjà je tenais à répondre, merci à toi aussi pour cette interview. Comme tu as dit, j'en fais pas parce que ceux qui me suivent ou ceux qui me connaissent, je suis rentré un peu dans ce game du YouTube en étant un peu tout seul, en voulant faire mes trucs tout seul, mais il se trouve que ta chaîne, j'ai bien aimé ta façon d'expliquer les choses, tu vends pas de rêve. Merci. Et ça pour moi c'était très important, vu que tu vends pas de rêve, et bien j'ai décidé de faire une interview avec toi. Où j'en suis un petit peu dans mes biens, etc. Alors aujourd'hui, je suis dans une phase où je commence à vendre des biens pour récupérer du cash, parce que selon moi, je pense qu'on en parle après, je prévois un scénario plutôt baissier. Et ce qui s'est passé pour moi en 2008, c'est que comme j'avais beaucoup de cash, suite à la vente de 2 résidences principales, c'est là où je me suis le plus enrichi, quand c'était dans le creux de la vague. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le dernier bien que j'ai acheté, c'est à Marrakech. Donc, et j'ai vendu un immeuble. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, vous avez vu que j'ai vendu. Alors, je dois être aux alentours de 23 maintenant. Et pour 1 million à peu près d'encours de crédit, pour une valeur en nom propre, parce que je parle, les SCI, je parle pas. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, je suis associé avec mon frère, etc. D'accord. Ils veulent pas qu'on parle de la SCI, je peux comprendre. C'est l'inconvénient d'avoir des associés. Pour une valeur à peu près du double. Donc 1 million d'encours pour une valeur nette de 2 millions, je pense. Alors deuxième question, là on va vraiment rentrer dans le concret par rapport au contexte actuel. Donc là on est en 2021, c'est un contexte particulier, tu as fait référence il y a juste avant à la période de 2008, parce que ça fait déjà un certain temps que tu es dans l'immobilier. Ça fait depuis combien de temps concrètement que tu as acheté ton premier bien? J'ai acheté mon premier bien, j'ai signé le compromis en francs. Déjà ça situe la date. Et j'ai signé chez le notaire en euros. Ok. Donc c'est quoi, 2002? Entre 2001 et 2002, c'était à cheval. Ok, donc tu as déjà le recul de la crise financière de 2008. Là, on est en 2021. Comment tu perçois en fait le marché immobilier? Si on fait une projection, même si c'est toujours compliqué de se projeter sur l'avenir, comment tu vois en fait les prochains mois en fait, par rapport à l'immobilier? Alors, la première crise que j'ai vécue en 2008, il faut savoir que c'est pas la même. Aujourd'hui, nous vivons une crise sanitaire. Moi, j'ai vécu une crise due au subprime. Mais il y a quand même des points d'attention et des signaux qui se ressemblent. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une crise sanitaire immense qu'on n'a jamais vécue, et je pense qu'on n'a pas encore payé l'addition. Je suis d'accord. C'est après le bal qu'on paye les musiciens, et pour l'instant, on est plutôt dans une euphorie de production de monnaie. On éteint les petits incendies avec des solutions pas très pérennes, et tout ça, il va bien falloir le payer, et à un moment, je pense que ça aura des conséquences, et selon moi, eh bien, il va y avoir une baisse du marché. J'ai pas de boule de cristal, peut-être que je suis à côté de la plaque, peut-être que ça va pas être une baisse exponentielle, mais selon moi, il va y avoir une baisse du marché. Pourquoi? Eh bien, pour des facteurs tout simples. Il va y avoir, selon moi, une offre qui va dépasser la demande. Aujourd'hui, on est dans le cas inverse. On a plus de demandes que d'offres. Et là, il va y avoir un afflux d'offres suite aux successions. Il faut bien gérer les successions. Suite au divorce. Suite au refus de prêt. Toutes les banques aujourd'hui, ils ont resserré leurs conditions. C'est-à-dire, j'arrive avec un ticket de bus, je veux lever 200 000 euros. Ça n'existe plus. Je veux du 110%, du différé de 36 mois. Ça n'existe plus. Ça existe encore, sous certaines conditions. Et forcément, quand tu as plus de refus de prêt, eh bien, tu as moins d'acheteurs. Et quand tu as moins d'acheteurs, le peu d'acheteurs que tu as sérieux, c'est eux qui mènent la danse. Donc, selon moi, il va y avoir une baisse. Peut-être pas dans Paris, etc. Parce que ça, c'est des marchés dans des marchés. Ça, c'est pas le marché traditionnel. Mais je pense qu'aux alentours et tout, je pense qu'on va subir une baisse. Et je vais même me tabler, ça va démarrer doucement entre 5% et je pense que ça va monter même à 10%. Et les premières conséquences, je pense qu'on les verra fin 2021, mi-2022. On attend que BFM et iTélé fassent un petit reportage, baisse des ventes et tous les moutons vont plus acheter. C'est la psychologie des foules. De toute façon, c'est un constat que je partage, même si on regarde de manière générale. On en a parlé juste avant, tout ce qui est faillite d'entreprise.
Il y a eu 40% en moins en 2020, donc c'est juste retardé. Bien sûr. Le chômage est quasiment au même niveau qu'en fin 2019, mais c'est retardé. Donc c'est vrai que là, on n'a pas vu en fait ce qui s'est passé réellement. On n'en a pas encore les conséquences. Donc déjà, merci de nous donner ta vision par rapport à ça. Avec plaisir. Tu le dis justement, c'est très dur de faire des projections, on n'a pas de cristal. Mais il y a quand même des éléments qui nous permettent d'avoir une analyse assez proche, je pense, de ce qui risque de se produire. Je pense aussi, puis même on en parlait, les prêts garantis par l'État aujourd'hui, ils ont été encore repoussés. Ouais. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ne vont pas les rembourser, malheureusement, c'est un fait. Et le propriétaire d'immeuble qui a un local commercial ou deux dans son immeuble, qui va se retrouver vide, etc. Aujourd'hui, on voit les gens qui, avec le télétravail et tout, qui rendent les bureaux. Le mec, c'est un sentiment normal, il va prendre peur. Peut-être qu'il l'a depuis 20 ans et qu'il va se dire, bon allez, j'en finis avec ça, je le vends, limite, je casse le prix, je veux m'en débarrasser, et puis je fais autre chose ou je m'expatrie ou autre. Et ça s'enchaîne très vite en fait. Donc je pense qu'on va avoir les premières répercussions, allez, mi-2022, si je peux donner un... Affaire à suivre. On verra. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Hein. Ok, question suivante. Si j'ai bien suivi ton parcours, donc tu étais salarié au moment où tu as commencé à investir dans l'immobilier. Tout à fait. Comment tu as géré cette période en termes notamment d'organisation? Quand on a un métier à côté, c'est quand même un challenge en termes d'organisation, de faire des visites, de trouver un appartement, de faire éventuellement les travaux, les suivre, la recherche de locataires. Donc comment tu as géré cette période où tu étais vraiment à cheval entre ton travail et ton début de carrière dans l'immobilier? Alors, j'étais salarié, effectivement, j'étais contrôleur à la SNCF et l'avantage, entre guillemets, aujourd'hui je trouve que c'est un inconvénient que j'avais, c'est que je faisais beaucoup d'extrêmes matinées. Des prises de service à 5 h du matin et je finissais aux alentours de midi et demi. Du coup, ça me laissait toute mon après-midi. Bon, j'étais claqué, mais ça me laissait... parler de fatigue. Voilà, j'étais vraiment claqué, mais à 20 ans, je l'encaissais mieux qu'aujourd'hui au double. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me lève plus le matin, sauf si c'est pour prendre un avion. Actuellement, c'est dur. Mais finalement, c'est très bien tombé en fait. Vu que je faisais beaucoup de matinées, j'avais toute l'après-midi pour visiter, pour gérer mes travaux, etc. Donc ça va, j'ai réussi à concilier les deux sans trop de problèmes. Le truc qui était un peu dur, c'était au niveau des vacances, quand mes amis partaient, que moi je devais rester à décoller du papier. On en reparlera après, la notion de sacrifice. C'est vrai que j'ai un truc que j'ai retenu dans une de tes vidéos il n'y a pas longtemps. À un moment donné, il faut faire des choix quand on a de l'ambition. Mais ça, c'était... Voilà, mais on en parlera après. Ok. Question suivante, est-ce que tu pourrais rapidement nous parler de ta première opération? C'était quel type de bien? T'es parti sur quoi en premier? C'était quoi, un studio, un 2 pièces, un appartement plus grand? D'accord, alors ma première opération, à la base, c'était un studio que j'ai transformé en 2 pièces. On peut le voir dans une des vidéos, j'ai mon frère qui a acheté exactement le même, dans le même immeuble. C'est un studio que j'ai transformé en 2 pièces en mettant une cloison et j'ai fait un petit coin chambre. Et mes premières opérations, c'est que j'ai acheté 2 appartements à ce même propriétaire, dont un était loué. Et c'est l'agent immobilier, lorsque j'ai acheté le premier, il m'a dit, tu auras un meilleur prix si tu prends les 2. Je dis, mais je pourrais pas prendre les 2. Et quand j'ai présenté le dossier à la banque, c'est passé. Peut-être grâce à mon CDI, certainement grâce à mon CDI et à mon entreprise qui était quand même renommée, c'est passé. Et j'ai habité dans le premier, et le loyer est tombé sur le compte, et là, la magie de voir un loyer qu'on te paye, et puis que ça remboursait mon prêt, etc. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé dedans. Moi. Enfin, c'est surtout pas. Ensuite, quand j'ai vendu, j'ai profité de très grosses plus-values, j'ai eu un effet de chance, j'ai vendu mi-2007, le premier fin 2006 et le deuxième presque fin 2007, et j'ai plus que doublé les prix d'achat en résidence principale, parce que le locataire était parti dans le deuxième, j'ai réhabité dedans, et donc j'ai doublé mes prix d'achat, et c'est là que j'ai compris que en vendant 2 appartements, les plus-values représentaient 10 ans de salaire d'un coup. J'ai dit là j'ai quelque chose à faire dedans. Ah ouais, là on met tout de suite en perspective les chiffres. Bien sûr, là je me suis dit j'ai quelque chose à faire dedans. Alors je précise, j'ai bien habité dedans. Le premier j'ai habité dedans pas loin de 5 ans et le deuxième j'ai habité dedans pas loin de presque 1 an. C'est une précision qui a son importance. C'était bien mes résidences principales. Du coup par rapport à ça, si on enchaîne après sur ton parcours de manière générale, sur les opérations que tu as faites, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer quelles sont les plus belles opérations que tu as fait, que ce soit 1 ou 2 opérations vraiment intéressantes, comment elles se sont présentées, comment tu as réussi à déceler que c'était une bonne affaire alors j'en ai fait quelques-unes qui sont sympas. Les plus belles opérations que j'ai faites, je pense que c'est des successions. J'en ai présenté une il n'y a pas longtemps, un 2 pièces, donc vous pouvez voir sur ma chaîne, que j'ai acheté 55 000 € et la voisine du dessus l'a vendu 107. J'ai vu la vidéo. Voilà. 107 voire 110, je ne l'ai pas encore au téléphone, elle devait me rappeler. Et sinon sur un immeuble de rapport, pareil, là c'était une succession et c'était des gens qui voulaient carrément changer de région.
C'est l'immeuble de rapport, pareil, que je vous ai présenté dans une de mes vidéos, que j'avais acheté 115 000 et que j'ai vendu 229 000. D'accord. Voilà. C'est vrai que souvent les successions, c'est moi c'est pareil, hein, sur les 4 appartements, j'en ai un, c'est une succession. Donc c'est là où j'ai mis ma première colocation. Ouais. C'est la meilleure affaire que j'ai faite. Hein. Donc, succession, divorce, c'est souvent des très bonnes affaires. Ouais. Alors, effectivement, succession, c'est déjà, il y a le deuil de la personne, et puis la famille est souvent éclatée dans des régions un petit peu opposées, et puis ils veulent passer sur ça, et donc on a une marge de négociation qui est souvent plus importante que sur un bien classique. Quoi. Ok, question suivante. Aujourd'hui, si tu devais vraiment repartir de zéro, même à ton âge. Ouais, je suis pas vieux. Non, t'es pas vieux. De toute façon, on n'a pas beaucoup d'écart, donc si t'es vieux, je suis vieux. Par quoi tu recommencerais? En prenant en compte l'âge que tu as, en prenant peut-être en compte le contexte aussi d'aujourd'hui. Par quoi tu commencerais? Quelles sont les étapes que tu suivrais vraiment? Qu'est-ce que tu ferais en fait pour repartir de zéro aujourd'hui? Je commencerais par aller chercher la niche de l'exonération de plus-value sur une résidence principale. Je rachèterais une résidence principale, studio ou 2 pièces, avec des travaux. Je mettrais la main à la pâte. Je ferai quelque chose de très cosy, de très sympa, et si le marché est haussier, je mets en vente et je vais chercher mon exonération de plus-value en particulier. À ça, je l'accouplerai avec du différé, si possible. Très bien. Et puis, ou peut-être du report de mensualité ou de l'allongement de durée si j'ai pas encore fini mes travaux, etc. Mais j'irai chercher cette niche fiscale, qui est l'une encore des seules, d'exonération de plus-value sur la résidence principale. Quand je dis acheter votre résidence principale, c'est achetez-la bien. Si vous êtes gendarme, vous êtes à l'armée, vous êtes logé à titre gratuit, commencez par du locatif. Si vous achetez une résidence principale où votre mensualité est plus chère que ce que ça vaut en location, restez en location. Par exemple sur Paris, je ne vais pas conseiller de faire ça sur Paris, quoique il y a des très bonnes faire les choses intelligemment, quoi. C'est pas parce que tu dis ça que c'est valable pour chaque profil. Voilà, ça s'adapte. Mais en tout cas, c'est ce que j'aurais été chercher en banlieue parisienne ou autre, quelque chose avec des travaux pour pouvoir faire une belle plus-value. J'aurais vachement mis la main à la pâte et j'aurais fait quelque chose aujourd'hui de très, tu sais, un peu industriel, machin, et j'aurais vendu, j'aurais été chercher ma plus-value. Et c'est vrai qu'on va revenir après, la notion de sacrifice, à un moment donné. Tu pars sur cette stratégie-là, faut pas avoir peur de mettre la main à la pâte, faut pas avoir peur de passer ses week-ends, des semaines, passer même des vacances, pas partir en vacances mais à retaper un appart. Exactement, ouais. Mais on va en reparler à un moment donné, on n'a rien sans rien. Donc, on n'a rien sans rien et mieux vaut charbonner dur 5 ans, même 10 ans, et être tranquille une vie, moi je trouve. Juste une question que j'avais même pas prévue. Je t'en prie. On a chacun un enfant en bas âge. Ouais. À un moment donné, on se rend compte que quand on a un enfant, c'est pas la même chose que quand on n'a pas d'enfant. Exactement. Est-ce que tu aurais un conseil vraiment à donner aux personnes, aux jeunes, dans la vingtaine, qui n'ont pas encore d'enfants, par rapport à cette notion de faut charbonner tant que tu peux, par rapport même à l'âge que tu as, parce que tout à l'heure tu disais à 20 ans, t'encaissais plus facilement le fait d'être fatigué qu'à 35, 40 ans. Bien sûr, je l'encaissais plus. C'est faites-le faites-le aujourd'hui sans enfants, mais faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vous. Parce qu'avant tout, il faut le faire pour soi, mais ça fait plaisir de se dire que notre enfant n'aura pas la même vie que nous on a eu. Attention, j'ai pas été malheureux, j'ai manqué de rien, mes parents n'étaient pas riches, mais attention, pas de victimisation, c'est super pas mon genre. Mais c'était basique. On ne pouvait pas faire d'extra, voilà. Et ce que j'ai vécu, je le voulais pas pour ma fille. Après, on peut débattre, c'est bien, c'est pas bien, tout cuit dans le bec, machin. Ok, mais je le voulais pas pour elle. Donc j'ai tout fait pour moi en premier, et maintenant, pour elle. Ok, donc le maximum, mettre le paquet avant d'avoir des enfants. Bien sûr. Pour vraiment après, finalement c'est comme des pierres qu'on met en place, un mur qui se construit. Mais c'est ça. Notre génération d'avant, nos parents, nos grands-parents ont mis en place des fondations. On s'appuie dessus pour essayer de continuer, progresser, en espérant aussi que nos enfants puissent prendre conscience de ça. Ok, en tout cas c'est... Et moi je pense que c'est bien que vous leur créez déjà une activité ou quelque chose pour eux plus tard. Et on voit bien, on parlait l'effervescence des réseaux sociaux, etc. Sinon, ils peuvent glisser. C'est vrai, je suis d'accord. Ok, on va maintenant rentrer dans la partie un peu plus mentale, pour vraiment comprendre un peu les coulisses d'un investisseur immobilier, parce que c'est vrai que sur internet, on a souvent tendance à croire que tout est beau, tout est facile, tout est rose. À un moment donné, c'est important de voir les coulisses, pour vraiment prendre conscience du fait que, ok, j'ai envie de me lancer, mais je comprends un petit peu toutes les facettes pour savoir dans quoi je mets les pieds. Donc la question c'est, quels sont pour toi les plus gros sacrifices que tu as fait tout au long de ton parcours immobilier et en gros, voilà, les sacrifices que tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors les sacrifices que j'ai fait, c'était
L'un des premiers, c'est de m'être senti un peu seul dans mon délire en fait, par rapport à ma famille, par rapport à plein de choses. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait personne qui me donnait des conseils, etc. Le deuxième, c'était, alors que j'avais de l'argent de côté et que j'aurais pu le faire, rouler en voiture de merde. Excuse-moi, comme je le dis tout le temps, j'avais une AX, après une Saxo, quand mes potes avaient des Audi A3, S3, et A20, 20, 22, 25, on a envie d'être classe devant... Je me permets une anecdote, c'est que je suis arrivé avec ma voiture, c'est une 207. Hein. Elle est pourrie, il y a une portière qui est enfoncée, elle a 317 000 km. Mais ça roule bien. On n'est pas au même stade. Et tu disais tout à l'heure, les joujoux c'est pour après, je suis totalement d'accord. Tu bosses d'abord, le jour où tu peux profiter, tu profites. Après, chacun en fonction de ce que... Moi je pense qu'on charbonne dur, et pour te dire, voilà, aujourd'hui, mes amis, certains que je vois toujours, avaient des Audi A3, des machins, voilà, 406 coupés, je m'en rappelle. J'étais en Saxo, mais aujourd'hui, j'ai le dernier Porsche Macan et ils sont en Saxo, tu vois. C'est vraiment, mais c'est vraiment pas pour, tu vois ce que je veux dire. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement. C'est voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui est le mieux? Se donner une apparence et revenir dans la réalité, ou bosser dur et à la fin, quand t'as la chose, c'est du vrai, tu vois. Tu peux l'assumer. Donc moi, voilà, ça c'était dur. Le fait aussi les vacances, puisque eux, je me souviens, hein, je te disais tout à l'heure, souvent ils réservaient au Cap d'Agde, je m'en rappelle, un petit appartement, même on réservait 2-3 appartements, il y avait ils étaient avec des amis et tout, et puis moi je pouvais pas y aller, j'avais du papier à décoller, j'avais de la peinture à faire, il fallait que j'attendais le mec qui devait me faire ça, je pouvais pas y aller, ça j'avais les boules. Et il faisait 30 degrés dans l'appart et j'étais en nage, mais je me disais, Mehdi, ça paiera. Ça paiera, j'étais convaincu que ça paierait. Et puis ça a payé, et puis après j'ai bien rattrapé les vacances bien plus tard. C'était ça en fait que je voulais vraiment savoir, qu'est-ce qui te permet de rester motivé dans ces moments précis où tu dis je suis en train de retaper un appart. C'est dur. Alors que mes potes ils sont... Ah non mais j'ai déjà eu des moments de... J'en avais marre. Hein. J'ai déjà eu des moments où je dis vas-y j'arrête tout, j'en ai marre. Même actuellement, alors aujourd'hui actuellement, pourquoi j'en ai moins marre? Parce que je délègue. Aujourd'hui tu vois l'artisan, il a le camion... Hop, je délègue, je ne fais quasiment plus rien. Mais quoi que j'en ai bien marre de la paperasse, etc. Mais voilà, je suis d'accord. On délègue aujourd'hui. Mais à cet âge-là, eh bien, c'est vrai que j'ai failli glisser vers le j'arrête. Mais la perspective de me dire je rentre chez moi, je loue des logements, je fais des plus-values, ont pris le dessus. Ok, question suivante, on est toujours sur un petit peu les coulisses de l'investisseur immobilier. Quelles sont les pires expériences que tu as vécues dans l'immobilier? Les pires expériences que j'ai vécues, pardon, sur quel thème? Sur la location? Peu importe, choisis le thème, tu prends un ou deux exemples. La pire expérience que j'ai vécue, c'est d'avoir fait confiance à des amis. C'est-à-dire d'avoir loué à des proches, des amis proches, il y avait des gros problèmes pour le loyer, et à la fin ça a fini par une bagarre. D'accord. Voilà, ça a fini par de la bagarre. Donc ça, grosse mauvaise expérience. Grosse mauvaise expérience que je ne referai plus, parce que du coup on se parle plus. Et donc j'en ai 3-4 comme ça. Si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas être amené à être connu. Un jour ils la verront, parce que je sais qu'ils regardent. Ils se reconnaîtront. Et ça c'est quelque chose qui m'a blessé, parce que c'était vraiment des amis. Et ça se permettait de pas payer le loyer, même pas le loyer, le complément de loyer. Voilà, maintenant, à partir de là, plus jamais de ma vie, je suis passé hors mes principes, et plus jamais de ma vie, j'ai pris un point de vue amical lorsque je donne une location d'appartement. D'accord. C'est vrai que des fois, en fait, finalement, on a des principes, mais on peut en dévier à certains moments où on se dit, ok, allez, je tente le coup, et finalement, après, avec le recul, on se rend compte. Il faut surtout pas, Anthony, parce que je préfère qu'il y ait un froid entre toi et moi, 10 secondes, et qu'on reste amis, que moi, je cède, et que derrière, on n'est plus amis. Parce que c'était des vrais amis, tu vois. Et ça, c'est comme tu dis, le fait d'être blessé, des fois, on se rend compte que... Bien sûr. C'est des thématiques, de toute façon, l'argent, l'immobilier... Et puis, on est en tabou ici, un peu en France, sur ça, et puis il y a une certaine jalousie, et c'est pour ça que je fais en sorte de... Encore une fois, excuse-moi, je vais citer Booba, parce que c'est un chanteur que j'aime bien, mais tu vois, il dit j'ai jamais mordu la main qui m'a nourri, c'est normal, c'était la mienne. Bah c'est pareil, j'ai jamais mordu la main qui m'a nourri, parce que c'était la mienne, en fait. Donc j'ai fait mes trucs tout seul, justement, pour pas avoir... Et à chaque fois que j'en ai parlé, etc., bon alors... Il y a des gens avec qui ça s'est bien passé, puis il y a des gens avec qui ça s'est moins bien passé, parce que après il y a ce petit truc, tu sais, jaloux, il se la raconte, il se la raconte et tout. Pas du tout, tu vois. Alors que toi, tu sais que t'as rien changé à ta façon. Rien, pas du tout. On peut aller manger un kebab, ce que tu veux. Je suis personne. Excusez-moi pour la tenue, justement, c'est parce que juste j'ai mal au dos. Hein. Je suis personne. C'est parce que j'ai mal au dos. Mais non, je suis personne. Tu vois, aujourd'hui j'ai une voiture à 100 000 euros, mais
Je m'en fous, je veux dire, on peut aller dégueulasse peut-être à l'intérieur. Non, je peux pas, c'est pas dans... Ma mère m'a pas élevé comme ça, ni mon père. On n'oublie pas d'où on vient, et c'est tout, je pourrais pas prendre les gens de haut, tu vois. De toute façon, c'est ce qui m'a vraiment plu, comme je disais tout à l'heure, en off, je t'ai connu par l'intermédiaire de commentaires quand tu es arrivé vraiment sur YouTube. Ouais. Pour vraiment annoncer que toi, tu montrais du concret. Et après, au fur et à mesure des commentaires, et surtout quand j'ai commencé à lancer ma chaîne où on a réussi à discuter, Ouais. je me suis tout de suite dit qu'on avait des valeurs qu'on partageait. Parce que ça, à un moment donné, tu triches pas. Je trouve que ça se voit dans ta façon de parler, de te comporter. Donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je tiens à préciser une chose, j'ai montré du concret, des titres de propriété, etc. Jamais, jamais pour me la raconter, comme je le dis dans les vidéos. Mais par respect pour vous. Parce que Jade, rentière en 6 mois, 26 appartements en 6 mois, ça n'existe pas. Et tous ceux qui disaient qu'ils avaient tant d'appartements et tout, on n'a jamais rien vu. Donc j'ai montré par respect pour vous et pas pour me la raconter. Voilà, c'est juste vraiment ça que je veux. Et si demain ça n'avait pas plu, je l'aurais... Voilà, j'aurais certainement arrêté, hein, pas de montrer, mais arrêter la chaîne. Mais au contraire, j'ai vu que ça a plu et que maintenant, certains montrent les titres de propriété. Et tant mieux, je pense que ça a épuré un peu le marché. Pourquoi? Parce qu'on a des jeunes qui nous suivent, tu vois. Quand tu dis à quelqu'un qu'avec 1002, tu vas être rentier, tu vas pouvoir acheter 4 immeubles de rapport, tu te fous de sa gueule. Tu le mets dans un mur. Quand tu lui dis qu'il ne faut pas d'épargne de côté, tu le mets dans un mur. Non, comme tu as dit tout à l'heure, on fait une maison, on ne commence pas par la toiture. On commence par les fondations, etc. Il y a un plan méthodique à suivre. On gagne de l'argent dans l'immobilier. L'immobilier, c'est une valeur sûre, mais il y a un plan méthodique à suivre. C'est vrai qu'en fait, on n'est pas non plus dans le côté pessimiste parce que tout de suite, quand tu dis les choses un peu différemment de ceux qui vendent parfois du rêve, tu as tout de suite l'impression de tomber dans la catégorie du mec qui est là en train de dire ouais, ça marche pas, vous n'allez pas pouvoir gagner. Non, ça marche. Comme tu le dis, ça marche. Bien sûr. On peut gagner, c'est juste qu'il faut faire les choses sérieusement, intelligemment. De l'autre côté aussi, toi, tu as 30 000 abonnés. Comme tu dis, tu as un devoir de. T'es responsable par rapport à ce que tu dis, bien sûr, par rapport aux personnes qui te suivent. sûr. Effectivement, par rapport aux jeunes, parce que... Ça peut être un petit frère, une petite sœur. Moi, je me suis mis à ça. Quand je voyais des vidéos, un tel, 22 appartements en 6 mois, je me disais, mais si ma petite sœur, mon petit frère était tombé sur ça, et qu'ils auraient mis all-in dans des formations à 2000 balles en disant, je vais devenir comme ça. Et je pouvais pas. Donc, du coup, je suis arrivé dans ce game, excuse-moi pour l'expression, et pour montrer les choses, tu vois. Quand je rentre dans un game, c'est pour le gagner. Alors même si je le gagne pas, on n'en est pas là, tu vois. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai voulu montrer des choses et j'ai voulu les ramener à la réalité. Ouais. Et je pense que je suis pas le meilleur. Et puis peut-être que ça se finira bientôt pour moi. Il y en aura un nouveau. Et c'est le jeu des chaises musicales. Mais au moins, je pense avoir laissé une trace dans le sens où, voilà, j'ai montré des choses. Et l'immobilier, oui, on gagne de l'argent. Oui, on peut le faire. Oui, on est dans un pays où on peut profiter de l'effet de levier, etc. Mais non, tu peux pas le faire avec un SMIC et tu peux pas acheter 26 appartements en 6 mois. Ok, on enchaîne donc question suivante par rapport à tes qualités. Quelles sont pour toi les qualités qui t'ont le plus servi durant ton parcours d'immobilier? Ouais. Qu'est-ce qui vraiment fait que tu as réussi dans ce domaine-là? Ouais. Et peut-être que d'autres personnes ne pourraient pas réussir par rapport aux qualités qu'elles possèdent. Alors, c'est toujours dur de faire un auto-jugement sur soi-même objectif. Je pourrais aussi te parler des défauts que j'ai. Hein. Ouais. Les qualités que je pense avoir, c'est que je savais que je voulais m'en sortir, je savais que je voulais plus travailler pour un patron. Plus ça allait, plus j'arrivais pas à me lever le matin. Je savais que je voulais une vie meilleure, je savais que je voulais ma liberté, je savais que je voulais profiter de ma vie. Et une des qualités que j'ai, c'est que j'ai été, comment on dit lorsqu'on est, qu'on lâche pas l'affaire en fait. T'es persévérant ou Merci, ouais. Persévérant, c'est-à-dire que j'ai visité des... Franchement, je peux dire des milliers de biens. Ouais. Des milliers de biens, j'ai visité, alors que voilà, j'aurais pu faire autre chose. Mais je visitais, je savais parfois que j'allais pas acheter ce bien-là, mais j'y allais pour entendre une info, et du coup, je comprenais une donnée, et en fait... L'expérience, quoi. De l'expérience, ouais. Et je me nourrissais de ça pour comprendre, et plus je visitais, plus j'apprenais des choses, et plus je me faisais un réseau, et voilà. Et c'est ça, je pense, une de mes qualités, c'est la persévérance, et aussi de faire les choses, je laissais pas les choses traîner. Quand j'achetais un appartement, que j'avais des travaux à faire, je laissais pas traîner ça sur 2 ans. Tout de suite, j'organisais, voilà, j'allais chercher le matos, ça c'était. Ça par contre, voilà, on en parlait tout à l'heure dans les inconvénients, ça j'en ai mangé. Les allers-retours avec ma saxo à Casto, les allers-retours avec des canapés coffres ouverts et des cordes pour meubler les trucs, ça j'en ai bouffé, tu vois. Mais je savais qu'à un moment ça paierait où je pourrais me relaxer, parce que pour moi, voilà, la vie... Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, la vie, on va pas se mentir, la vie, elle est faite de 4 pages. La première, 0 à 20, éducation, machin. De 20 à 40,
on fait un petit peu tout ce qui est notre socle. Voilà, on fait nos fondations. De 40 à 60, on essaie de profiter. De 60 à 80, bon, bah, on se laisse couler. Donc je voulais au moins avoir cette 3e page. J'ai réussi à l'avoir un peu avant. Uniquement, excuse-moi pour ma gueule, égoïste. Voilà. Non, mais c'est une belle façon de voir les choses parce que, et de toute façon, tu as sorti le mot, un des mots que je préfère, la persévérance. Encore plus aujourd'hui où tu te rends compte malheureusement où tu as de plus en plus de personnes qui abandonnent. Qui abandonnent, mais peu importe le domaine, hein, pas que en immobilier. Ils vont faire des efforts pendant 3 semaines, 1 mois. Ils vont faire 2 visites, 3 visites. Ils vont se dire je trouve pas, je comprends pas sur internet. Il y en a qui trouvent des bonnes affaires. Sauf que comme tu le dis, tu as peut-être fait 10, 15, 20 visites, j'en sais rien, vont trouver un bien, mais même plus que ça. Mais tu les as fait pour l'expérience. Mais bien plus, Anthony. Et aujourd'hui, pourquoi les gens ils sont à la recherche de la gratification immédiate? C'est-à-dire tout de suite, je veux de l'argent, je veux machin. Et non, il faut se mettre un plan, il faut te dire, bon allez, pendant 5, allez même 10 ans, qu'est-ce que c'est au final 10 ans sur une vie? Pendant 10 ans, je ne demande pas la gratification tout de suite, je modèle, je construis. Et les gens ne veulent pas aller visiter parce qu'ils se disent, ouais mais non, voilà, comme tu as dit, il y a beaucoup de monde aujourd'hui à cause des chaînes YouTube et tout. Mais il faut savoir que 50% des affaires que j'ai faites, c'est pas en allant visiter le bien, enfin c'est pas le bien que j'allais visiter que j'ai acheté, c'est en allant visiter le bien. Le mec me dit, bah, je viens de rentrer autre chose, ou là je vais rentrer autre chose dans 3 jours, je vous appelle, on va le voir. Et un truc qui n'est même pas encore sorti, ce qu'on appelle en off. Et c'est ça en fait, et c'est ce réseau, et ça n'a pas de prix, on ne peut pas mettre un prix dessus, ça n'a pas de prix, le réseau. Chose que tu n'aurais pas eu si tu étais resté chez toi, ou en faisant que 2 visites en disant, bah je trouve rien. Mais bien sûr, si tu vas comme ça en mode, je visite, non. Il faut créer ce réseau et je t'ai dit 50% des affaires que j'ai fait sont des affaires où un bien que j'ai visité n'était pas celui-là que j'ai acheté finalement. Je me suis retrouvé sur un autre bien et je l'ai acheté. Par rapport à ça, par rapport à ton parcours d'immobilier, est-ce que tu pourrais sortir 1 ou 2 leçons vraiment que tu as appris grâce à l'immobilier? Qu'est-ce que ça t'a appris même sur toi-même? Parce que ça fait quand même un certain temps que tu es dans le game. Qu'est-ce que tu as appris même sur toi-même? Qu'est-ce que tu as appris, ça peut, je sais pas, sur ton entourage, sur la vie, vraiment les leçons que tu as pu apprendre. Grâce à l'immobilier? Alors, comme je te disais tout à l'heure, on en revient. Voilà, prête de l'argent à un ami, tu récupères un ennemi. Voilà, ça c'est ce que j'ai appris. Voilà, loue un appart à un ami, je généralise pas, il y en a avec qui ça peut très bien se passer, mais en général, j'ai appris ça, tu récupères un ennemi. La deuxième chose que j'ai appris grâce à l'immobilier, c'est que en fait, on peut atteindre sa liberté financière grâce à l'immobilier. C'est juste, on en parlait, il faut être persévérant, rigoureux et continuer. Mais je ne pourrais jamais cracher sur l'immobilier. Tu vois, on en parlait la dernière fois. Il y en a maintenant des formateurs immobiliers que je vois qui business en ligne, bitcoin, etc. C'est très bien, mais je ne pourrais jamais cracher sur l'immobilier. C'est celui qui m'a donné ma liberté et c'est celui à qui je dois tout. J'ai appris aussi la gestion de l'humain, chose que je n'avais pas avant. J'étais très impulsif, très colérique. Je pouvais partir en bagarre pour rien. Voilà, surtout ne faites pas. Mais aujourd'hui, j'ai appris la gestion de l'humain, à écouter les gens. Il y a des gens parfois, voilà, ils ont des problématiques et il faut beaucoup écouter dans l'immobilier. Mais voilà, je dois tout à l'immobilier, donc je pourrais jamais cracher sur l'immobilier. Rien que ça, c'est une énorme leçon quand tu apprends à être plus à l'aise et de mieux comprendre les relations humaines. C'est un énorme atout qui rejaillit sur toute ta vie, parce que là on parle d'immobilier, mais ce que tu vas apprendre dans l'immobilier va te servir pour d'autres choses. Tout à fait. Et je suis d'accord sur le fait quand tu dis de ne pas cracher sur l'immobilier, parce que en plus après voilà, c'est une passion à un moment donné. C'est une passion, on peut pas faire ça sans être passionné, parce que je pense que c'est ce qui pousse à abandonner rapidement si tu sens que tu le fais juste pour l'argent. Moi je pense que c'est une très mauvaise raison pour commencer. Tu iras pas loin. Voilà. Moi c'était le plaisir, ça peut être un peu égocentrique, le plaisir de passer dans une rue, de dire tiens ça c'est à moi, là c'est à moi, je comprends, là les clés ça c'est à moi, ces murs là c'est à moi en fait. Le plaisir d'avoir des gens qui t'appellent pour te dire votre bien m'intéresse. Ça peut être un peu égocentrique, mais les premières fois, tu te dis wow, on m'appelle pour me demander est-ce que vous pouvez me louer quelque chose. C'est un sentiment de fierté et il faut se l'accorder. Il ne faut pas se dire non, j'y ai pas le droit. Lorsque tu as fait quelque chose, tu as acheté un bien, tu l'as bien rénové et tout, accorde-toi ce sentiment de fierté. Accorde-toi cette récompense. Mais voilà, c'était ça moi. Sentiment de fierté. Par rapport à ça, c'est vrai que on a aussi souvent tendance à dire que finalement le fait d'avoir de l'argent ça ne change pas les gens, ça révèle ce qu'ils sont. Exactement. Toi de toute façon on partage beaucoup de valeurs, j'arrête pas de le dire, mais ça va pas te changer en fait. Pas du tout. Que ça t'a pas changé. Absolument pas. Parce que t'étais comme ça à la base, alors qu'une personne qui
a tendance à se la raconter un petit peu, même si ça se voit pas forcément. Le jour où elle va avoir beaucoup d'argent, là ça risque d'être dramatique. Non, ça m'a absolument pas changé, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que je suis libre, bon là c'est fermé et tout, mais je pars en vacances quand je veux, j'achète quasiment ce que je veux, pas un yacht et tout, hein, au quotidien j'achète ce que je veux, je peux acheter des marques, je roule dans une belle voiture, je n'ai pas la calculatrice avec moi, mais ça a changé ma vie, mais ça n'a pas changé ma personne. D'accord. Ça, c'est hyper important. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc je refais juste un retour en arrière. Quand tu parlais à un moment donné, être capable de se dire je me projette aussi sur 5-10 ans parce que je sais que c'est la durée qu'il va falloir pour devenir libre financièrement. J'en avais parlé récemment, une phrase de Tony Robbins qui disait que la plupart des gens ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, ce qui fait qu'ils abandonnent rapidement parce qu'ils se disent j'ai fait des efforts, ça marche pas. Et par contre, ils sous-estiment ce qu'ils pourraient faire en 10 ans parce qu'ils ont du mal à se projeter. Exactement. Alors il y a un facteur aussi, hein. J'ai eu ce qu'on appelle un facteur chance. Et ça on l'a tous à un moment donné. Par exemple, moi j'ai acheté 46 000 euros cet appartement, donc 92 000 euros les deux. Pour les premiers, c'est ça les deux premiers, que j'ai vendu 117 et 112. Et ça, c'est un facteur chance. Effectivement, je ne pouvais pas le prévoir. Mais au bout d'un moment, plus on grandit, et alors on a tous ce facteur chance, mais il faut aussi être capable d'analyser. Voilà, si le marché est baissier, ne vends pas. Si le marché est haussier, vends, ressort ta plus-value. Voilà, alors moi je te dis, j'ai eu ce facteur chance où j'ai vendu, et ça je le reconnais, hein, j'ai vendu au plus haut. Juste avant la crise. Et j'ai racheté au plus bas avec des taux assez cher, et ensuite c'est remonté les prix super hauts et les taux ont baissé, donc j'ai eu tous les voyants verts. J'ai acheté à 5% au plus bas, d'accord, des prix vraiment au plus bas avec des taux à 5%. L'immobilier a beaucoup remonté et les taux sont descendus à 2, 2,20. Donc j'ai renégocié mes taux alors que j'avais eu des prix, j'ai gagné sur tous les tableaux. Donc c'est un facteur chance, mais peut-être que ça va se repasser. En fait, toi tu dois être capable de comprendre ces systèmes d'analyse et de te placer en fonction d'eux. Surtout ne te mets pas dans un cas où je vois certains qui se disent bon là j'achète là, je dois absolument vendre dans un an parce que je fais un pré-relais, je fais ça, si le marché est baissier t'es mort. Il faut que tu achètes et que tu te dises au pire je vis dedans, au pire je garde en location, j'attendrai de voir ce qui se passe autour. Voilà. C'est-à-dire que un projet sur une feuille, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai jamais corrélé des projets entre eux, pré-relais, machin, je vends celui-là pour ça. Non, je fais un truc, je vends, je passe à autre chose. Et comme tu dis, c'est à un moment donné, tu es capable de se dire, ok, ça se trouve, cet appart, je vais le garder jusqu'au bout. Peut-être, peut-être. Sur 20 ans, 25 ans, ça se trouve. Peut-être le capital s'amortit tous les mois, et ça, c'est du cash flow indirect. Beaucoup de formateurs YouTube oublient de parler de ça. Ils ne parlent que par cash flow positif à la fin du mois. N'oubliez jamais que le capital remboursé, c'est du cash flow indirect. Lorsque vous vendez, vous récupérez cet argent, moins la plus-value, etc. Mais vous récupérez. Et ça, beaucoup, c'est une part. Des fois, je vois des commentaires sur YouTube, je présente des studios, j'ai 180, 200 euros de cash flow, ils me disent ouais, mais c'est bidon, t'as que ça, c'est pas que ça que tu deviens rentier. Mais t'oublies que sur les 200 euros de cash flow que j'ai là, j'ai aussi sur la mensualité de 500 euros, 380 euros de capital amorti. Donc si tu fais 200 plus 380, on est déjà en brut à 580, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut, voilà. Mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est malheureusement un peu le côté presque pervers des dernières années en fait, où tu as des personnes qui sont arrivées sur le marché, bien sûr, presque en mode arrogant, comme tu dis très bien, en disant cet appartement, ça va faire que 50, 100 euros de cash flow, ça m'intéresse pas. Et pour en avoir parlé avec des agents immobiliers, eux-mêmes subissent ça parce qu'ils se rendent compte qu'ils font des visites avec des personnes qui des fois rejettent des bonnes affaires. Juste parce qu'ils estiment que... Mais oui. Et c'est ça, c'est une erreur à faire. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire justement. On oublie le capital amorti. On oublie aussi plein de choses. On oublie que les taux sont ultra bas. On oublie... vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, je vous donne un ordre d'idée. Moi, quand j'empruntais à 5% sur une mensualité à 500 euros, je dis une bêtise, mais j'avais peut-être que 200 euros de capital d'amorti. Aujourd'hui, sur une mensualité à 500 euros, vous avez peut-être 400 euros de capital amorti. Ça fait une grosse différence. Et ça fait une grosse différence. Certes, j'achète plus cher maintenant. Mais moi, demain, les taux ils sont à 0,1%. Ça ne me dérange pas d'acheter 1 million. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère acheter 1 million à 0,1 que 500 000 euros à 6,80 le taux. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut avoir tous les paramètres et donc qu'il faut se former, etc. Tout au moins, il y a plein de choses gratuites sur YouTube, mais au moins avoir la connaissance de tous ces paramètres-là. Juste avant d'enchaîner sur les dernières questions, puisqu'on arrive sur la fin, on a bien enchaîné. C'est un plaisir. C'est un plaisir réciproque. C'est vrai qu'après, il y a des questions, ça dévie sur d'autres choses, parce que je pense qu'on pourrait parler même pendant des heures tellement. C'est sûr.
il y a énormément de choses à dire. C'est sûr. Par rapport à ce que tu disais, même sur la nécessité à un moment donné de se dire, ok, ça se trouve cet appartement, je le garderai longtemps. Finalement, c'est même la même chose en bourse, parce qu'en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'investis dans une entreprise, je me dis, potentiellement, je pourrais la garder tout le temps. En fait. Ne jamais vendre l'action. Après, chacun a une stratégie en fonction de son profil. Mais je pense que quand tu te donnes cette vision-là, déjà, ça te met moins de pression parce que tu sais très bien, si à un moment donné, tu as un pré-relais que tu es obligé de vendre dans 1 an ou dans 6 mois, c'est clair que tu es maître de rien en fait. J'ai fait en sorte de ne jamais me mettre dans une position où je suis obligé de faire quelque chose. J'ai toujours fait en sorte que je suis en position où je ne suis pas obligé de faire quelque chose. Je ne suis pas obligé de le vendre, je peux le laisser en location. Je ne suis pas obligé de le louer, je peux le mettre en vente. Ne vous mettez jamais dans une position où vous êtes obligé à un moment T de faire quelque chose. Il suffit que ça change. On l'a vu, les gens qui ont acheté des Airbnb super chers en se disant je vais l'exploiter en Airbnb, j'ai pas de renta mais c'est pas grave, en classique j'ai pas de renta mais en Airbnb je vais faire x2, eh bien ils se sont mis dans cette position d'être obligés d'exploiter un Airbnb. S'ils l'exploitent de façon normale, l'investissement il est complètement pourri en termes de renta. Eh bien on a eu cette crise sanitaire, ils se sont retrouvés corps de cou. Ne vous mettez jamais dans une position où vous êtes obligé de faire quelque chose. Parce que finalement, tu es maître de rien après. C'est vrai que là, c'est arrivé, personne ne pouvait le prévoir. Tout à fait. Et quand tu parlais même tout à l'heure de chance, je pense que de toute façon, la chance, ça se provoque aussi. Hein, parce que tu disais tout à l'heure, il y a le facteur chance. Mais le facteur chance, tu l'as très bien expliqué dans les visites que tu fais. C'est toi, par ce que tu as mis en place, par ton action, par ta persévérance, qu'à un moment donné, tu as des affaires qui se présentent. Des fois, on se dit, ouais, tiens, j'ai eu de la chance, mais finalement, c'est pas. Oui, la chance, ça se provoque aussi. C'est vrai que je le dis parce que je voudrais pas que certains se disent, tiens, je vais faire le même parcours comédie. Peut-être qu'ils feront mieux. Oui, peut-être qu'ils feront moins bien. Donc, en toute honnêteté, je dis que oui, j'ai eu un facteur chance qui m'a permis d'exploser, entre guillemets. Parce que j'ai vendu au plus haut, j'ai racheté au plus bas avec des taux très chers que j'ai renégociés par la suite. En même temps, les trucs ont, quelques années après, ont encore explosé. Donc, j'ai su jouer de ces yo-yo, tu vois. Est-ce que ça se reproduira aujourd'hui? Je pense que oui, l'immobilier c'est cyclique. Je pense qu'on va entrer dans une période baissière. C'est-à-dire qu'on va reprendre du lest et puis on relâchera du lest. C'est toujours ça. Tu sais, j'ai l'impression que l'économie, etc., c'est un peu comme des parents avec leurs enfants, tu vois. On les laisse un peu faire le bazar, à tout va, puis à un moment on punit, puis après, allez papa, ça revient. Puis on relâche un peu du lest. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, tu vois. De toute façon, quand tu regardes les courbes, c'est ça, hein, alternance de phases de crise, avec après une croissance qui revient. C'est ça. Donc l'immobilier, c'est la même chose, ça descend, mais ça remontera. Voilà, exactement. Là, on avait lâché du lest parce que les taux étaient ultra bas, ils vont le rester encore. Et on empruntait avec un ticket de bus, comme je te dis, 110%, différé de 36 mois. Hop, HCSF, on a rebridé un peu, on va peut-être rebrider encore. Et puis après, on va relâcher. Pourquoi? Parce que quand tu brides trop, bah, tu mets des gens sur le carreau, des artisans, des promoteurs. Donc après, relâcher un peu, moins de droits de mutation pour l'État. Donc, et puis après, quand ils vont relâcher, ça va repartir dans l'euphorie en faisant n'importe quoi et ça va resserrer. Ça fait que ça. Ça fait 20 ans, j'ai vu que ce schéma, que ce système. Et c'est là que tu te dis, il faut être capable d'analyser froidement la situation. Tout à fait. Et de ne pas être piloté par ses émotions. Parce que c'est vrai que quand tu es dans la. Là, on parle tranquillement, mais quand tu es en plein dans un marché baissier, que ce soit en bourse ou en immobilier, tout à fait. Tu as les émotions qui rentrent en jeu et tu te dis, tu vois tout le monde paniquer. Tout à fait. Alors ça fait beau, hein, dans ces moments-là, on est tous en train de citer la phrase de Warren Buffett qui dit qu'il faut rentrer dans un marché quand tout le monde commence à paniquer. Mais c'est vrai que là, en termes de gestion des émotions, et c'est la même chose dans l'immobilier, il faut être capable d'agir froidement en fait. C'est pour ça que même, là j'en ai parlé récemment dans une vidéo, quand tu visites un appartement, de ne pas avoir cet effet coup de cœur finalement que tu pourrais des fois avoir sur une résidence principale. Bien sûr. Là, à un moment donné, tu investis pour gagner de l'argent, faut pas se cacher les choses. Il faut toujours garder un esprit lucide. Par contre, je suis d'accord avec Warren Buffett du fait que, on en revient à la psychologie des foules, il faut rentrer quand tout le monde n'en veut pas en fait. C'est ça. Parce que tu vois, c'est la stratégie, d'où ta première question sur combien j'ai de biens actuellement. Bah, je suis en train d'en vendre en fait, donc est-ce que je dois les compter ou pas? Il y en a qui vont être vendus, vous avez vu une des vidéos, là j'ai mis un 2 pièces en vente. Donc, parce que moi j'estime qu'il va y avoir une baisse. Donc je veux avoir le maximum de cash pour partir sur les très grosses opérations pour le coup, hein, que ça viendra naturellement aussi à tous ceux qui commencent, des gros immeubles, et poser le maximum de cash pour faire les meilleurs coups de fusil. Parce que plus personne, je pense, ou beaucoup moins de monde voudra de l'immobilier, et moi c'est là où je vais rentrer à fond dedans et attendre tout simplement que ça remonte. D'où le fait de ne pas corréler un projet avec un autre et de pouvoir être en capacité d'attendre que ça remonte ou pas. Mais ça c'est vraiment là où tu comprends que c'est pas fait pour tout le monde en fait. Parce que
c'est ça aussi, à un moment donné, il faut être concret, il faut être honnête par rapport à ça, de dire que tout le monde n'est pas fait pour ça. Non, la gestion des locataires, le fait c'est aussi beaucoup de paperasse, hein, l'immobilier, la fiscalité qui est très importante, c'est un paramètre essentiel, qu'il faut comprendre et maîtriser. Ouais. Puis après, il y a plein de subtilités. Par exemple, dans mon cas, alors je parle pas de nos SCI, mais dans mon cas propre de loueur meublé professionnel, il y a de la plus-value court terme, de la plus-value long terme, il y a des exonérations possibles sous conditions, et en fait, beaucoup de gens lâchent l'affaire par rapport à ça. Beaucoup de gens vont se dire, tiens, je loue un appart. L'erreur classique, j'ai 500 euros de loyer, j'ai 500 euros de crédit, bon, je ne paierai pas d'impôt. Ouais. Bah si, tu payes des impôts sur le capital amorti. Donc déjà, l'erreur classique de pas se... Donc non, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que moi, j'ai des amis qui font du marchand de biens. C'est-à-dire que eux, ils ne veulent pas gérer ça au quotidien. Ils ont plus de facilité à gérer des artisans et autres, chose que moi, j'ai un peu moins. Eh bien, ils vendent, ils passent à autre chose. C'est une vision aussi de la chose. Donc il faut vraiment faire en fonction de son profil, quoi. Et faire quelque chose qui correspond à... Ne fais pas quelque chose avec lequel tu te sens mal. Ouais. Voilà, moi je n'irais pas faire quelque chose avec lequel je me sens mal. Pourquoi je ne loue plus à des amis? Parce que voilà, dès que tu sens ce petit... tu vois, on en parlait, un truc tout con, excusez-moi. Toi, tu as un super matos. Là, avec lequel tu filmes, tu as les lumières et tout. Ouais. C'est quelque chose avec lequel je me sens mal. Moi, je filme avec mon portable, très bon portable, mais aujourd'hui, façon, voilà, GMK, machin, il faut pas que ça m'embête. Tu vois? Donc l'immobilier, si vous avez un truc qui vous embête, ne le faites pas, vous serez très bon dans autre chose, certainement. Mais rien que là-dessus, c'est déjà une grosse compétence, hein, de savoir que je suis fait pour ça et pas pour ça, et de vraiment partir sur ce pourquoi je suis fait. Ah bien sûr, il faut faire un constat sur soi-même. Voilà. Et il faut pas se dire, ouais, tout le monde fait de l'immobilier, ou eux, ils font de l'immobilier. Ah non, il faut que je fasse comme eux. Si tu te sens pas à l'aise avec ça, fais autre chose. Peut-être que tu seras très fort dans la bourse, peut-être que tu seras très fort dans le trading journalier, peut-être que tu seras très fort dans la boxe, je sais pas. Fais ce où tu te sens pas mal en fait. Et c'est vrai que pour rebondir sur un truc que tu disais vers le début de l'interview, tu parlais qu'à un moment donné, tu te sentais un peu tout seul. Quand tu as commencé, parce que presque incompris, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas cette façon de fonctionner, d'avoir aussi... parce que moi, c'est pareil, ma compagne, elle me dit, t'as toujours le cerveau en ébullition. C'est vrai que quand on n'est pas comme ça, c'est difficile de comprendre. C'est une vidéo qui va faire l'objet avec mon épouse bientôt. On a des points de désaccord. On a des mentalités parfois différentes sur certains points. Mais oui, je me sentais tout seul, même vis-à-vis de mes parents. Voilà, mes parents qui eux, convertissaient, comme je l'ai dit, en dinars, etc. Ouais. Et pour eux, c'était quand on faisait la conversion, mais ils me disaient, mais ça va pas, tu vois, on peut avoir une villa avec ça et tout. Mais il ne faut pas les écouter. Ils ne te conseillent pas objectivement, ils te conseillent avec le cœur. Ils n'ont jamais fait. Si j'avais eu un oncle gros investisseur, c'est lui que j'aurais écouté. C'est vrai. Par rapport à mes parents, alors, c'était des craintes qui étaient légitimes. Et puis très vite, dès mes premières plus-values, etc., ils m'ont laissé faire et ils m'ont poussé. Hein. Ouais, ils ont vu que tu maîtrisais ce que tu faisais. Ils m'ont poussé, puis ils ont vu que dans la vie de tous les jours, même pour eux, ça allait un peu mieux sur certaines choses, etc. Donc, non, ensuite, ils m'ont laissé faire et ils m'ont toujours poussé. Et... Non, mais aujourd'hui, mes parents, voilà, hein, ma mère, c'est ma première fan, elle regarde tout, elle like les commentaires, mon père, pareil. Donc, non, aujourd'hui, ils me soutiennent. Ouais. Ah, ils ont vraiment vu que tu savais ce que tu faisais. Et c'est vrai qu'après, finalement, il y a aussi la fierté, hein, de voir que son enfant... Bien sûr. Ils ont vu aussi que dans le quotidien, comme je disais, il y a des choses qui ont changé. Même pour eux, hein. Aujourd'hui, je suis plus en mesure de les gâter. Il y a plein de choses qui changent, donc ils me soutiennent. Mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est finalement l'environnement familial dans lequel tu baignes. Tu as des personnes qui partent avec des meilleures cartes. Après, c'est comment tu vas utiliser ces cartes-là, parce que c'est pas parce que tu nais dans une famille de classe aisée que tu vas forcément réussir. Exactement. Et à l'inverse, c'est pas parce que tu pars dans une famille qui est de la classe moyenne, voire vraiment la classe pauvre, que tu vas pas réussir. Alors, je dirais même plus, excuse-moi de te couper, que la réussite, lorsqu'on part d'un milieu social défavorisé, elle a beaucoup plus de goût. Je suis d'accord. Ça veut pas dire qu'elle est mieux ou moins bien que celui qui part d'une famille aisée. J'aurais aimé être dans une famille aisée, j'aurais eu aucune honte à dire que je viens d'une famille aisée. Ouais. Mais on peut venir d'une famille aisée et ne pas savoir s'en servir. La beauté du truc, c'est quand tu sais t'en servir. Moi, si mon père avait une entreprise et que je l'avais vu au quotidien, tous les jours dans une entreprise, et qu'il m'aurait commencé à me formater en disant, mon fils, plus tard tu reprendras la branche communication ou la branche marketing, bah forcément tu es plus formaté dedans. C'est pour ça que je te disais, ma fille, je commence à la formater, elle vient chercher l'immobilier avec moi parfois, elle apprend, quand je parle locataire, elle regarde, parce que je commence à la formater dedans. Mais je trouve que la réussite a plus de goût lorsqu'on vient d'un milieu défavorisé. Comme je dis tout le temps, l'important, c'est pas d'où l'on vient, c'est là où on veut aller. Et voilà, donc je trouve, mais en tout cas, les deux réussites,
qu'on vienne d'une famille aisée ou d'une famille défavorisée, parce que y a des gens qui peuvent venir d'une famille aisée et réussir avec énormément de travail aussi, eh bien les deux ont un goût particulier. Ok, on arrive maintenant à la dernière question. Ça fait déjà un moment qu'on parle. Comme je disais tout à l'heure, on pourrait parler pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quelles sont pour toi les personnes qui t'ont le plus marqué et qui expliquent que tu en es là aujourd'hui en fait? Vraiment qui t'ont marqué, qui t'ont façonné presque ou... Ouais. Alors ça peut être large tout ça. J'ai des stars qui m'ont marqué, mais on va essayer d'être pragmatique. Déjà, mes parents, et ma mère aussi, beaucoup ma mère. Parce que ça, je pense que c'est un peu la réponse bateau, mais parce que voilà, pour moi, c'est une femme exceptionnelle. Et puis mon père aussi. Sinon, après, sur le terme pur business, eh bien, c'est lorsque j'avais fait une année d'études, c'était monsieur Contrao, si on regarde cette vidéo, qui était propriétaire de l'immeuble et qui venait tous les mois encaisser ses chèques. Et on était 4 étudiants. Et donc il venait avec sa Mercedes chaque début de mois et moi je lui donnais mon chèque. Donc tu le voyais vraiment à chaque fois Je le voyais, puis un jour j'ai parlé avec lui, je lui ai demandé c'était quoi ce métier. Je me rappelle toute sa vie de son sourire. Et il m'a dit ça s'appelle rentier. Puis un jour on avait discuté, j'avais rendu l'appartement, j'avais arrêté les études. Mais voilà, il passait, il prenait les chèques. Après sinon les gens qui m'ont inspiré, tu sais, moi j'aime Booba. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve que dans ses textes, lorsqu'on est entrepreneur, businessman, lorsqu'on a une rage sur la vie, il dit des phrases qui te piquent ici. Donc voilà, et puis des sportifs, tout ça, mais rien de fou, je vais pas te sortir de trucs de fou. Voilà. Et en sportif, t'as vraiment quelqu'un qui t'a marqué ou c'est vraiment général En sportif, au niveau de la rigueur, j'aime bien Cristiano Ronaldo. Parce que avec l'argent qu'il a, avec tout ce qu'il a prouvé, ce serait facile de dire aujourd'hui, allez, c'est bon, j'en ai marre, laissez-moi profiter de ma vie, il est milliardaire. J'en ai marre et puis il se laisse un beat comme ça. Mais au niveau de la rigueur, c'est mon exemple. Je suis d'accord par rapport à ça parce qu'en plus moi j'ai fait du foot pendant longtemps en club. Et c'est vraiment le sportif avant, j'avais du mal en fait avec lui en début de carrière parce que c'est vrai qu'il paraît hautain. Voilà, il paraît hautain, arrogant. Mais finalement là en plus il a 35 ou 36 ans. Tu te dis, effectivement avec l'argent qu'il a, les titres qu'il a gagnés, il pourrait vraiment être en mode c'est bon, mais non, le mec encore à cet âge là, il tape 2000 abdos par jour, il veut être le premier. Et ça, ça c'est un côté qui m'inspire chez lui. Et c'est encore plus, on est plus admiratif quand on se dit qu'effectivement il a les moyens d'arrêter. Pour arrêter, bien sûr. Donc c'est pour ça que je suis encore plus, quand on sait la rigueur que ça entraîne de rester à ce stade, et au final 95% des gens diront c'est bon, j'ai l'argent qu'il faut, maintenant je vais profiter, c'est bon, j'en ai marre de me faire 2000 abdos par jour. Et lui il fait encore. Pour te donner un autre exemple, moi je me pose la question à moi-même. Bien sûr, moi aussi je me pose la question à moi-même. Moi c'est Michael Jordan en fait. J'ai vraiment été fan de lui, mais de son parcours. Moi aussi j'adorais. Et notamment le moment où il a perdu son père, il s'est arrêté. Il a arrêté 1 an et demi de jouer au basket. C'est là où il a fait du baseball. Quand il est revenu, ils étaient qualifiés pour les playoffs, ils ont perdu. Et en fait c'était le moment où il a tourné, je sais pas si tu connaissais Space Jam en fait. Si. Avec Bugs Bunny et Michael Jordan, il s'est fait construire un stade de basket à côté du lieu de tournage. Oui. Et tout l'été, il a invité tous les mecs à jouer. Le reportage c'était sur. Et tu te dis mais ce gars-là en fait il avait déjà gagné 3 titres NBA. Plus rien à prouver. Mais... Il avait déjà plus de 30 ans donc. Et c'est vrai que la force de caractère de se dire malgré les titres, malgré les millions, il y a un truc en toi qui fait que tu lâches rien et c'est la passion. À bosser. C'est ce qu'on appelle la passion. Et si je peux continuer sur les sportifs, il y a aussi, moi j'en ai déjà parlé, un Rafael Nadal. C'est un mec que j'adore. Pareil, début de carrière. Très fort. Comme Cristiano Ronaldo, j'avais un peu du mal parce que c'est le côté un peu style bourrin, le mec qui tape dans tous les sens. En plus, c'était super nerveux en début de carrière. Mais j'ai lu des livres, sa biographie notamment, où tu sens vraiment que le mec, c'est quelqu'un qui doute de lui, bizarrement, au quotidien. Et quand il arrive sur le terrain, il se transforme. C'est une machine. C'est une machine. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais te poser cette question, parce qu'on a toujours des personnes qui nous marquent. De tout horizon, ça peut être un prof, ça peut être, comme tu dis toi, un propriétaire quand tu étais locataire, ça peut être un sportif, donc c'est pas forcément des gens qu'on connaît, parce que Cristiano Ronaldo on le connaît pas, toi tu le connais pas, je le connais pas. Mais voilà, c'est aussi là-dessus qu'on se construit et qu'on finalement se façonne au fur et à mesure de son parcours. Et ce que j'aime chez Cristiano, excuse-moi aussi, c'est que il fait quelque chose que j'aime beaucoup, il donne beaucoup. C'est vrai. Il donne beaucoup, parce que gagner de l'argent c'est bien, mais il y a quelque chose qui est encore plus plaisant que d'en gagner, c'est d'en donner. Lorsqu'on peut aider, et je le fais à ma petite échelle, j'aide à ma petite échelle beaucoup de démunis ou autres, et bien ça je trouve que c'est une valeur qu'on perd. C'est vrai. Et quand
bon, moi je crois en Dieu, hein. Quand, voilà, on va pas rentrer dedans, mais quand on vous a donné un peu, redistribuez à votre petite échelle, parce que rien n'est plus beau que le sourire d'une personne à qui vous allez pouvoir permettre de faire un dîner ce soir ou autre. C'est vrai, et ça c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de parler. J'en parle pas, je parle pas sur les réseaux. Mais rien que là-dessus, ça situe le personnage, parce que moi ce qui m'embête personnellement avec plein de sportifs ou autres, quand ils donnent, c'est qu'ils veulent que ça se sache. Non, et j'ai du mal avec ça. Et lui non plus, voilà, à chaque fois que c'est sorti, je crois, c'était pas de son plein. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça permet de mieux comprendre le personnage, parce qu'on se rend compte que, comme on disait, on croit qu'il est arrogant, alors qu'en fait, quand tu vois même dans des bouts de vidéo avec les enfants, il est toujours super sympa. Exactement. Donc voilà. C'est ça que j'aime ce mec. Ok, bah, on a des points communs quand même. Et Booba aussi. Ok, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc un grand merci à toi Mehdi. Je t'en prie, c'était un plaisir. Je sais pas encore la durée de cette vidéo parce qu'on en a pas mal parlé, mais... elle est un peu longue, mais tu verras au montage. Mais à un moment donné, il faut aussi être capable de faire des vidéos plus longues. Je trouve que c'est bien de rentrer en profondeur parce que... Ça se regarde tranquillement après un petit dessert, quand il n'y a rien à la télé le soir. Voilà, très bien. Voilà, vraiment un grand merci à toi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez la moindre question, que ce soit une question... alors je sais pas si tu pourras répondre ou... Si, bien sûr, j'irai répondre pour tes abonnés, avec grand plaisir. On verra par rapport à ça avec plaisir. Si c'est aussi des questions de mon côté, hein, je peux répondre aussi. Bien sûr. Vous rebondissez aussi sur des choses qu'on a vues parce qu'on a quand même brossé un grand portrait, on a vu un peu ton parcours, le côté un petit peu mental, les sacrifices que tu as fait, donc tout ça c'était des choses qui me tenaient à cœur. Donc je te remercie encore une fois, je vous retrouve très bientôt, comme je disais j'essaie de faire prochainement une vidéo sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ce concept de tout le monde peut-il vraiment devenir riche, parce que à un moment donné, c'est une vidéo qui va faire 2 heures là, parce que ça part dans tellement de choses. C'est pas facile de... Je pense que de base c'est donné à tout le monde, puisqu'on est tous de la même façon. Ouais. On a tous du sang qui coule dans les veines, et on est tous avec... voilà, en théorie, de base c'est donné à tout le monde, mais tout le monde ne deviendra pas riche. Ouais. Et puis quelle est la définition de la richesse? Aujourd'hui tu as des gens qui sont plus heureux que certains avec 1000 € par mois. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est comme quelle est la définition de rentier. Ouais. Aujourd'hui tu as des gens qui font 1000 € net de rente, qui ont un sac à dos et qui font des trips tout le temps dans des pays qui valent rien, où la monnaie est très... C'est vrai. Voilà, et tu en as d'autres à 5000 € par mois, qui se cassent la tête, qui ont des tocs, qui sont pas bien. C'est relatif tout ça. Je suis d'accord. L'essentiel c'est d'être bien avec soi-même et de se sentir heureux. Et comme tu disais juste avant, la notion de donner, à un moment donné, de rendre ce qu'on t'a apporté, c'est quelque chose qui est hyper important. Moi c'est quelque chose qui m'apporte énormément de bonheur. Ouais. Et moi à mon niveau, bon, c'est par rapport à ma famille, hein, par rapport à mes parents, un jour ils sont partis au ski et je savais qu'ils voulaient refaire le parquet de leur chambre et je savais qu'ils revenaient le lendemain. J'étais en plus dans des rénovations d'un appartement, je me suis dit ok, je vais acheter le parquet, je vais le poser moi-même, et je l'ai posé la nuit. Hein. Bien sûr. J'ai fini, il était 4 h du matin, le lendemain ils sont rentrés, ils n'étaient pas au courant. Quand j'ai vu ma mère, tu te dis ok, là c'est indéfinissable. Donc voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu, on a vraiment on a vu plein de choses. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires et je vous dis à très vite. Je vous en prie et continuez à le soutenir, c'est un bon. Merci Mehdi. À très vite, ciao. À bientôt. Ciao.